Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre webinaire prévention collective consacré aujourd'hui à la question de la médiation en entreprise. Alors, entre 2014 et 2020, le ministère du Travail, lui, québécois, a fortement développé la médiation conciliation en entreprise. Cela leur a permis de réduire de 11,7% les arrêts de travail et d'éviter 3,2 millions de jours de travail perdus grâce à la médiation en entreprise. Et ça a généré 343 millions de dollars de coûts évités. En fait, chaque dollar investi en médiation a rapporté l'équivalent de 28 dollars en coûts socio-économiques. Alors, pour en parler, qui est un sujet quand même important, peu connu en France, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Luc Croix-Lafont. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à vous, merci pour l'accueil. Jean-Luc, donc vous êtes médiateur civil, administratif et social. Et puis alors, quand on va voir votre profil LinkedIn, ce que j'ai fait, hein, et donc on voit que vous avez commencé sur un poste de juriste. Après, on fait un bond dans le temps, vous êtes devenu DRH. On fait un autre bond dans le temps et aujourd'hui, vous êtes médiateur civil, administratif et social, et puis magistrat président des audiences de règlement amiable. Alors, on voit bien qu'il y a un fil conducteur dans tout ça. On voit bien que ce n'est pas des choses qui sont détachées les unes des autres. C'est quoi ce chemin, cette envie, cet intérêt qui vous a guidé? Bonjour à tous, merci de votre accueil. Je reconnais dans les participants quelques Bretons et peut-être quelques anciens collègues aussi, donc un bonjour très spécifique à eux. Ils doivent être en train de se dire à Bacrozafont, on l'a connu dans telle ou telle situation. Il a d'ailleurs pris un coup de vieux, ce qui lui permet de… Merci de me contredire, Sébastien. Ce qui me permet effectivement de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Alors, vous l'avez dit, j'ai commencé comme juriste, mais j'ai essayé de me soigner tout au long de ma carrière. En tout cas, j'ai eu, comme beaucoup d'entre nous, à gérer pas mal de situations, de conflits individuels, interpersonnels ou collectifs, mais avec différentes postures, dans différents rôles. Et je dirais, ça m'a aidé aussi dans mon cheminement personnel et professionnel. Comme DRH, évidemment, dans des fonctions opérationnelles et aussi un peu comme porteur d'une politique d'entreprise, on est confronté et souvent un peu démuni, il faut le reconnaître. En tout cas, moi, j'en ai eu souvent conscience, démuni face à un certain nombre de conflits dans lesquels les émotions, les postures débordaient le cadre normal et qu'on voudrait rationnel d'une relation au travail. Que ce soit, enfin j'en citerai des exemples tout à l'heure si vous le souhaitez, hein, mais d'ailleurs c'est un sujet sur lequel on a tous des exemples, hein. On a tous vécu des situations et on a tous eu du mal à trouver parfois des réponses opérationnelles, notamment pour des conflits qui concernent des personnes qui sont amenées généralement à se côtoyer à nouveau, à rester ensemble, à conserver un lien de travail, si ce n'est personnel, amical ou amoureux, mais en tout cas à conserver un lien de travail. Et c'est ça, je pense, qui fait la particularité des modes de résolution des conflits en entreprise, c'est qu'on est dans des situations que l'on doit essayer de pacifier parce que les personnes concernées vont continuer à travailler ensemble. Et puis ensuite, j'ai évolué vers des fonctions judiciaires et là aussi, vous l'avez soulevé, je préside les audiences de règlement amiable, qui est une procédure un petit peu nouvelle dans le cadre des chambres civiles, des tribunaux judiciaires. Et là, je suis confronté à des conflits exacerbés, à des ruptures de dialogue évidemment très fortes, hein, à des gens qui sont en guerre, hein. Quand on va au tribunal, c'est que c'est kaya, hein. On est en guerre, on est sûr d'avoir raison. Et la suite de la procédure, généralement, vous démontre que ce n'est pas toujours le cas. Et on a mis en place ces audiences de règlement amiable et je constate que près de 80% des dossiers se résolvent à l'amiable, c'est-à-dire par un protocole d'accord, quand on arrive à mettre les gens autour d'une table et à renouer un dialogue et à les faire reprendre la maîtrise de leur litige, ne pas le déléguer à des avocats, à des juges, en s'en remettant à eux, mais finalement en recherchant quel est leur intérêt et avec une démarche adaptée, dont on aura l'occasion de reparler dans les minutes qui viennent, d'aboutir, si ce n'est à
embrassez-vous Folleville, hein, mais au moins à un compromis mutuellement acceptable et à une pacification de la relation. Mais c'est vrai que c'est plus facile quand on est magistrat parce qu'on est dans un cadre judiciaire, on convoque les parties, elles viennent, elles sont un petit peu impressionnées par la posture du magistrat. Oui. C'est plus compliqué quand on est médiateur en entreprise où il faut avoir à la fois la légitimité et la méthodologie et la démarche adaptée pour essayer de conduire ces médiations. Donc, Alors, juste, eu la gentillesse de le dire, il y a un fil rouge. Le fil rouge, c'est la gestion des conflits, des différends et la recherche d'une certaine pacification ou d'une régulation sociale, employez les mots que vous voulez, dans des milieux où le conflit nuit au travail ou nuit simplement ou génère de la souffrance au travail, d'ailleurs, tout simplement. oui, ça peut être associé. Alors justement, comment ça se caractérise, ça, la médiation, comme mode de résolution des conflits ou des différends? Parce que c'est pas la même chose, avoir un différend avec quelqu'un et être en conflit. Alors, les mots ont leur sens, on peut ergoter un peu sur le vocabulaire. De litige, on y donne plus une connotation juridique. Le conflit, c'est souvent un mot un peu fort, hein, qui fait penser au conflit armé, hein, donc on est déjà à un stade important de dysfonctionnement. Le mot que je préfère et qui est le plus, j'allais dire le plus fade, le plus passe-partout, peut-être, c'est le mot de différent, hein. Donc on parle de mode amiable de résolution des différends. On parle des MARD. Cet acronyme n'est pas très joli, mais on comprend bien ce que ça veut dire. D'ailleurs, la médiation, c'est très facile à définir, hein. Le mot, pour le coup, est assez clair et il n'incite pas au contresens, hein. La médiation, c'est un processus structuré, c'est une démarche, c'est une méthodologie qui permet à deux ou plusieurs parties de s'appuyer sur un tiers de confiance, le médiateur, pour résoudre leurs différends. Voilà. Donc, c'est assez simple. Alors, c'est un des modes parmi d'autres, hein. Vous en avez cité d'autres. Il y a la conciliation, il y a la négociation, il y a l'arbitrage. Voilà. Donc, il y a d'autres, il y a une typologie comme ça des modes amiables de résolution des différends qui peut être établie facilement. On confond souvent un peu médiation et conciliation. Alors, je laisse aux universitaires et aux chercheurs le soin de faire un distinguo qui parfois n'est pas toujours très clair. On considère que dans une conciliation, le conciliateur a un rôle de recherche de solutions. Il porte lui-même une solution. Il peut même proposer des solutions, alors que, on en reparlera tout à l'heure, le médiateur, il accompagne les parties, mais ce qui caractérise très fortement la démarche de médiation, c'est qu'on s'appuie sur les parties elles-mêmes, on les fait travailler sur leurs relations, on essaye de rétablir le dialogue, et la solution à leurs problèmes doit venir d'elles. Voilà. Et donc, le travail du médiateur est justement d'être à la fois un facilitateur pour ce rapprochement et hein, un garant du cadre, qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre les parties, hein, et que les choses soient posées initialement et que ce cadre soit respecté. Mais c'est un facilitateur d'une solution qui va venir des parties elles-mêmes, des parties en conflit, ce qui garantit d'ailleurs leur caractère opérationnel et exécutoire, hein. Si c'est les parties qui trouvent des pistes de solution, des pistes de compromis, ça garantit davantage la mise en œuvre de ce compromis, plutôt que ça soit un DRH, un conciliateur ou une autre personne qui dise voilà, on va faire comme ci ou on va faire comme ça. Donc, la médiation, c'est un processus qui met vraiment les parties au centre, enfin, qui les rétablit dans à la fois dans leur dialogue et dans la recherche de solutions. Ce qui implique Ça qu'elles sont garantit, d'accord pour faire cette démarche. On y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est une condition sine qua non de la mise en œuvre d'une médiation. ouais. Et ça garantit aussi l'impartialité par rapport à la conciliation, où finalement le conciliateur peut avoir une idée des choses à mettre en œuvre. Alors, c'est une caractéristique effectivement de la médiation et surtout un déterminant du choix du médiateur, c'est que celui-ci doit être totalement neutre, totalement impartial
est perçue comme telle par les parties. Si les parties ont un doute sur la neutralité du médiateur, ce n'est pas la peine de commencer, il n'y aura pas la confiance et le médiateur ne pourra pas jouer son rôle. C'est pour ça que certaines entreprises ou collectivités ont mis en place des médiateurs internes, ce qui est sans doute une très bonne chose, mais ce qui peut poser parfois des questions sur sa véritable indépendance. Et donc, il y a aussi des médiateurs externes qui proposent leurs services. C'est une façon effectivement de garantir sa totale impartialité. Comme magistrat, c'est facile parce qu'il y a une présomption d'impartialité. Voilà. En entreprise, c'est parfois plus compliqué. Il faut pouvoir s'adresser à quelqu'un qui a une certaine légitimité, sans être un expert du secteur, mais qui a quand même une formation, une expérience, en tout cas qui peut être reconnu comme légitime dans ce rôle, et qui surtout garantit à la fois sa neutralité et, je le rajoute parce que c'est essentiel aussi, la confidentialité du processus. Voilà. Ce sont les parties qui cherchent la solution, mais elles sont libres de s'exprimer et il faut qu'elles aient des idées. On les incite à se projeter dans l'avenir, à avoir des idées. Mais pour ça, il faut qu'elles soient totalement libres de le faire sans crainte que ça soit répété à l'extérieur. Et donc, c'est une des règles de départ. D'ailleurs, on fait signer des accords de confidentialité et le médiateur et les parties, ce qu'on appelle les médiés parfois, sont astreints à une stricte obligation de confidentialité, sauf s'il est nécessaire pour des raisons opérationnelles et sauf si elles sont d'accord de lever certains aspects de leur accord in fine, si jamais elles aboutissent à un protocole d'accord. Donc ça, c'est une partie du cadre juridique de la médiation. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur ce cadre juridique de la médiation en entreprise? Alors, bon, la médiation peut être diverse. Vous allez retrouver sur Internet ou ailleurs ou dans les formations qui sont dispensées des modalités ou des cadres juridiques différents à la médiation. J'en cite quelques-uns pour la bonne information de tous et pour la compréhension de ce dont on parle. Il y a des médiations judiciaires d'abord, hein, c'est-à-dire que là, on est dans un cadre assez particulier où il y a déjà eu une assignation, on est déjà dans un processus contentieux et c'est le juge qui décide de renvoyer les parties en médiation. Voilà. La méthode et la démarche restent sur le fond la même, mais le prescripteur, si j'ose dire, et le timing, on est dans un moment du conflit où on est déjà au stade contentieux. Donc, c'est un petit peu particulier. On a aussi des médiations que je qualifierais d'institutionnelles, hein, qui ont été organisées dans des grands secteurs. Toutes les branches professionnelles qui ont des usagers nombreux, ben on connaît ça dans la fonction publique, hein, avec la médiation préalable obligatoire. Il y a des médiations dans le secteur de l'aérien, il y a un texte récent qui vient de sortir. Il y a le médiateur des assurances, le médiateur de la banque, le médiateur des télécommunications. Voilà, les médiateurs ont fleuri et beaucoup de structures qui gèrent beaucoup d'usagers ont créé de la médiation, mais ce n'est pas de la médiation interne, hein, c'est de la médiation dans leur rapport avec les usagers consommateurs. D'ailleurs, il y a une médiation de la consommation aussi qui a ses règles particulières qui est organisée par le Code de la consommation. Dans le domaine RH ou du droit du travail, on connaît aussi la conciliation, le bureau de conciliation devant le Conseil de prud'homme. On connaît aussi un petit peu moins une disposition du Code du travail qui organise la médiation en cas de conflit collectif du travail avec une liste de médiateurs. Donc là aussi, on peut considérer que c'est institutionnalisé. Mais le fond le cadre juridique essentiel, et ça rejoint la définition et les spécificités de la médiation, c'est un cadre juridique conventionnel. La médiation, sa caractéristique juridique, elle est civiliste. Hein. C'est-à-dire que pour rentrer en médiation, les parties doivent être d'accord, donc elles doivent signer une convention de médiation. Elles doivent continuer à être d'accord, donc le consentement est au centre, hein, de la logique contractuelle, hein, et de nos grands ancêtres qui ont écrit le Code civil. Ils doivent être d'accord pendant tout le processus de médiation. Et si
les résultats de cette médiation doivent se formaliser dans un document, dans un protocole d'accord, dans un document quelconque. Là encore, c'est un document qui est échangé, qui est élaboré et où les parties expriment leur consentement. Donc là, cela renvoie à des grands principes comme l'autonomie de la volonté, comme la capacité à s'engager. Et encore une fois, ça rejoint les spécificités dont je parlais tout à l'heure, à savoir que ce sont les parties elles-mêmes qui se mettent d'accord en vue de résoudre leur litige. Et donc, la vraie base juridique, c'est le contrat. On oublie un peu dans les environnements où on travaille où on parle beaucoup d'arrêtés, de décrets, de lois, de systèmes normatifs. On oublie sans doute un peu, contrairement au Québec ou à la Belgique ou à des pays qui ont beaucoup développé la médiation, que ce qui fait le tréfonds de notre paix sociale et de la régulation de nos rapports dans des sociétés politiquement libérales, c'est le contrat. Donc, c'est l'accord des volontés. Et parfois, les parties peuvent se mettre d'accord au-delà ou même en dehors du système normatif. Je ne veux pas être trop technique ou faire trop de philosophie du droit, mais c'est un point tout à fait essentiel quand on parle de médiation. Alors, est-ce que la médiation, elle s'adresse à des situations qui sont déjà des conflits, ou bien est-ce qu'on peut, en dessous du conflit, lorsqu'il y a un désaccord, s'engager sur de la médiation? Alors, encore une fois, moi, je préfère le terme différent, hein, ce n'est pas pour vous reprendre. Différent, pardon, oui, oui, oui. Quand il y a un conflit, on est déjà à un stade, alors, vous savez que les psychosociologues ou les psychologues du travail peuvent vous définir les différents stades d'un conflit ou d'un dysfonctionnement de la relation. Quand on parle de conflit, c'est qu'on est déjà à un stade où les choses sont publiques et où il y a un degré, je dirais presque d'agressivité qui structure déjà, qui rend délétère la relation entre les personnes. Donc, quand je parle de différence, c'est que la médiation, évidemment, il est toujours préférable qu'elle intervienne le plus tôt possible, avant tout contentieux, avant le conflit, même si elle peut être à la fois préventive ou curative. En fait, concrètement, on peut réunir autour d'une table ou tenter de le faire les personnes à tous les stades de leurs différends. Je crois que ce qui caractérise le moment, c'est quand les émotions, les postures, les affects débordent. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous vécu ça, où il y a une opposition, une discussion qui peut être ferme, qui peut être sévère, qui peut éventuellement prendre des formes un peu exacerbées. Mais il y a un moment où, et en tant que DRH, on est souvent sensible à cette perception du moment où les choses débordent, voilà, où ça va trop loin, où ça s'échauffe, où ça prend une publicité, une ampleur, et surtout un vécu, un ressenti émotionnel qui crée de la souffrance, donc qui crée des réactions individuelles et collectives qui deviennent délétères. C'est cette disproportion entre ce qu'on peut objectiviser dans un différend entre deux personnes et la manifestation de ce différend qui fait qu'il y a un moment donné, eh bien, il faut réguler tout ça. Et on le fait avec enfin, je parle en tant qu'ancien DRH, mais on le fait avec les moyens du bord, avec une panoplie d'outils qui peut varier en fonction des situations, bien évidemment. Mais quand ça prend des proportions, je pense que c'est là qu'il est nécessaire de faire redescendre un peu la température et de retrouver, de réguler, de restaurer une paix sociale, voilà, et une relation qui devient délétère. Donc ça, c'est une... Pardon, mais Oui. on a tous des exemples en tête, hein. Moi, je pense à un exemple récent que j'ai eu à gérer il y a maintenant quelques années dans le secteur de la petite enfance, où il y avait deux éducateurs, éducatrices et éducateurs, assez jeunes, et à l'occasion d'un incident, il y a eu ce qu'on appelle un baiser volé. Hein. Ah.
tout le monde comprend, c'est même une expression jolie. Mais bon, les faits n'étaient pas si agréables. En tout cas, il a suscité une réaction une vraie souffrance, hein, de la part de la personne en question. Il a vraiment été volé alors, le baiser. Il a été volé, voilà, une Ouais. proximité un peu contrainte dans un couloir et un baiser volé. Bon, on a tous vu, lors d'une Coupe du monde de football, je crois, un président de fédération de football espagnol, je crois, Qui vole bien. en public, et ça lui a coûté cher d'ailleurs, de raison, voler un baiser. Là, c'était dans un couloir, dans un cadre plus discret, mais on voit bien la situation, hein, qui pourrait être qualifiée d'incident mineur, mais qui peut être aussi qualifiée d'agression sexuelle. Tout à fait, ça entre dans la définition. Ouais. C'est donc juridiquement, techniquement, si on s'adresse à un DRH juriste, eh bien, il va dire agression sexuelle. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un signalement au procureur de la République, on engage des poursuites, on accompagne la victime dans son dépôt de plainte. Tout ça, et on lance une enquête, on cherche des responsabilités et on prend des décisions. Bon, c'est effectivement sans doute très légitime et parfois très nécessaire. En même temps, si les personnes sont amenées à continuer à se côtoyer, tout ça est peut-être nécessaire, mais ne va rien résoudre. Et oui, c'est comme le divorce, hein. Ça ne résout pas les conflits conjugaux. Voilà. Ça éloigne les gens, mais on voit les limites du droit, à la fois sa nécessité, et encore une fois, il ne s'agit pas de nier le fait qu'il s'agisse d'une agression sexuelle, mais la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la victime? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de l'agresseur? Alors évidemment, on peut dire on peut les séparer, on peut les muter ailleurs, enfin bon, on ne peut pas toujours, justement. Comment on fait, s'ils sont d'accord, pour essayer de retrouver, de restaurer, encore une fois, un compromis, un mode de fonctionnement qui ne va pas les conduire à redevenir copains tout de suite, hein, il ne s'agit pas de ça non plus. Mais il s'agit de restaurer une relation au travail, une relation à l'autre qui soit plus pacifiée et plus normale. Voilà. Quelles sont les situations les plus fréquemment portées en médiation dans le cadre des entreprises? Voilà, Il y a une typologie. un exemple, je dirais, un peu du quotidien et de l'ordre de l'incident. Il y a un autre type de situation sur lesquelles on est amené à intervenir, c'est, je dirais, des conflits entre cadres dirigeants, entre associés, entre élus. Et on sait bien que lorsqu'il y a un conflit interpersonnel au niveau d'un comité de direction, on sait bien combien ça peut affecter le reste de l'organisation. Et là aussi, la relation de travail et le fonctionnement normal de l'entreprise ou de la collectivité. Et dans ce cas, les deux impératifs, c'est sans doute la rapidité et la confidentialité. Voilà, donc il faut rapidement mettre en œuvre un cadre adapté et confidentiel pour que ceux qui sont en conflit le règlent, et généralement, ils ont la volonté de le régler, hein, sauf qu'il faut le truchement d'un tiers, d'un médiateur pour les aider à retrouver un dialogue. Moi, j'ai travaillé quelques années à l'étranger, en Argentine, et en tant que DRH, et je ne comprenais pas pourquoi le vice-président français et le vice-président italien, tous les lundis, allaient déjeuner ensemble avec un vieux monsieur barbu. J'ai eu l'explication quand j'ai compris très vite que le vice-président italien et le vice-président ne pouvaient pas se souffrir et en plus avaient des intérêts très différents à défendre, et que donc ils avaient choisi spontanément, enfin sans doute un peu incités par leurs actionnaires réciproques, ils avaient choisi de s'épancher autour d'un bon repas. Ça peut faciliter les choses, mais ça ne donne pas toujours la solution. En tout cas, ils se disaient ce qu'ils avaient sur le cœur, en toute confidentialité et avec un médiateur. Et ça a sans doute permis d'éviter que le reste de l'organisation ne pâtisse de leur discussion. Est-ce que vous observez une évolution de la nature des différends au travail sur ces dernières années?
J'aurais pas cette prétention, puis j'ai un peu peur de tomber dans les banalités pour tout vous dire, mais on sait bien que la relation au travail a changé. Je ne sais pas si c'est la faute du Covid ou si c'est un effet purement générationnel. En tout cas, ce qu'on constate à l'évidence, c'est une perte du sens du collectif, une perte d'influence des corps intermédiaires, on peut parler des syndicats, ou une crise du management. Enfin, moi, j'ai un peu vécu toutes ces périodes où finalement, face à des difficultés relationnelles ou de climat social ou de risques psychosociaux, on a commencé par charger le DRH en le disant mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi ça se dégrade. Ensuite, on s'est adressé aux préventeurs des risques professionnels en disant mais il n'y a pas que les risques physiques, il y a aussi les risques psychiques, qu'est-ce que vous faites. Ensuite, on est allé chercher les psychologues du travail ou les psychologues cliniciens en disant voilà, là on va rentrer dans le tréfonds du comportement humain et on va avoir une réponse quasiment thérapeutique. Euh, voilà, donc on a un petit peu tout épuisé, si j'ose dire, et je ne crois pas qu'il y ait qu'une solution et qu'il n'y ait qu'une seule réponse face à l'ensemble de ces changements. Chaque DRH doit avoir, encore une fois, un éventail de solutions, une panoplie, et en fonction de la nature du problème, de la nature du litige, eh bien, pouvoir aller puiser dans cette boîte à outils et peut-être utiliser plusieurs outils en même temps, à la fois dans une démarche préventive ou dans une démarche plus curative en cas de crise. On a vu avec la période du Covid qu'il y a une modification du rapport au travail ou du rapport à l'emploi. Est-ce que c'est comme dans ce cas-là, avec notamment l'absentéisme, est-ce que vous avez senti un avant et un après Covid? Honnêtement, je ne dirais pas qu'il y a un avant et un après. Je pense que c'est des tendances beaucoup plus lourdes, beaucoup plus de fond, je disais générationnel tout à l'heure, d'évolution de rapport au travail. Ce qui est très certain, c'est que en période de crise, que ce soit des facteurs externes à l'entreprise, comme le Covid, ou des facteurs internes, je parlais de dysfonctionnement des organes de direction ou de risques psychosociaux dans certains services, je crois que ces périodes de crise eh bien, à la fois augmente la conflictivité, y compris interpersonnelle, hein, où chacun se crée sa petite zone de défense, se monte quelques barrières, quelques dispositifs de protection, et rentre assez vite, enfin peut-être plus vite qu'avant, je ne vais pas encore une fois faire des généralités, mais plus vite qu'avant dans des réactions beaucoup plus de type personnel, hein. On se rapporte moins à son chef, à son syndicat, à ses collègues pour le vivre de façon beaucoup plus personnelle. Alors, les réseaux sociaux, évidemment, hein, cette ingérence de la vie privée dans la vie professionnelle y concourt, hein, mais ça exacerbe sans doute un certain nombre une réactivité, encore une fois, faite plus. Je trouve qu'on expose plus ses émotions, ses postures, ses perceptions très personnelles dans l'entreprise qu'on ne faisait avant, où passer les portes de l'entreprise ou de la collectivité, on se moulait plus facilement dans la culture de l'entreprise, dans des rapports sociaux d'entreprise. Là, on importe évidemment une partie de son histoire personnelle, de ses propres difficultés, on les importe dans l'entreprise, et ça génère, enfin, je l'imagine, je ne peux pas l'étayer scientifiquement, mais ça génère des types de conflits pour lesquels on est parfois un petit peu désarmé, et je trouve que de ce point de vue-là, la médiation et la tentative de faire reprendre le dialogue et de croire finalement que les parties elles-mêmes ont cette capacité à trouver des solutions, ce qui est une démarche assez humaniste finalement, hein. Il faut y croire. Si on est purement cynique, on ne peut pas être un bon médiateur. Et je pense qu'il faut croire que des personnes, même que tout oppose et qui en viennent parfois à des expressions, voire à des gestes assez violents entre elles, sont capables, si on les accompagne, si on les aide, si on pose un cadre aussi, sont capables
renouer le dialogue et de rechercher elle-même des solutions. Mais c'est vrai que voilà, le contexte socio-économique, les crises actuelles, Trump et compagnie, ça ne facilite pas les choses. Oui. Hmm. On est cette année au début de la deuxième année de la grande cause nationale sur la santé mentale. Et la santé mentale au travail, ce sont les risques psychosociaux, justement. Est-ce que vous observez une part, une proportion faible ou modérée ou plutôt élevée de ces questions-là, de risques psychosociaux dans les situations différentes? Est-ce que c'est plus émotionnel? Parce que vous parlez émotion peut-être opposée à la raison. On perd un peu la raison et ce sont les émotions qui gagnent dessus? Tout à fait. Non, non, tout à fait. C'est exactement ça. C'est que j'aime bien cette image du lait qui déborde, hein, et qui déborde tout le monde et qui submerge tout le monde. Parce que, je veux dire, le conflit dans ces cas-là submerge les intéressés eux-mêmes, qui sont sur le registre de l'émotion. Et on sait bien que quand on est sur ce registre-là, on ne peut. Enfin, il faut un effort pour le mettre de côté, le dépasser et pouvoir rationaliser les choses. Et tant qu'on Oui, est prendre sur du le recul, ouais. production, il y a un blocage même physique. Hein. Enfin, les neuropsychiatres l'expliqueraient mieux que moi, hein, mais quand on est, c'est pas le même cerveau qui travaille pour dire les choses. Donc, tant qu'on est sur cette émotion, on ne peut pas passer à autre chose. Et donc, il faut bien pouvoir aider à ce travail-là qui consiste à ne pas nier les émotions, parce que encore une fois, où les manifestations un petit peu exacerbées, pas forcément émotionnelles, mais enfin bon, on est proche, la colère, tout ce qu'on connaît. Et il faut à la fois pas le nier, donc donner un lieu d'expression à tout ça. Les médiations, parfois, c'est pas très rigolo hein, au début. Il faut que ça s'épanche un peu. Hein, Mmh. donc parfois, Il y a un c'est moment de purge. voilà. Et parfois, c'est pas Ouais. facile, mais contrairement à ce que ferait un thérapeute, on ne va pas chercher les causes profondes, etc. Par contre, on facilite cette expression pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir à la Il fois faut que vider son l'autre sac quand partie même. l'entende. Il est souvent nécessaire que l'autre partie entende l'émotion de l'autre, voilà, et que on fasse ce travail ensuite pour aller plus loin et le dépasser. Je pense que ce qui fait le lien avec les RPS, alors on tourne toujours autour de ces mêmes sujets. Hein, dans RPS, il y a psycho, donc forcément, il y a conduite individuelle, il y a problématique comportementale. Mais je pense qu'il fait le lien, c'est la notion de souffrance au travail. Hein. Finalement, les conflits, on en a tous, hein, avec son voisin, dans sa famille, Tout est différent. avec ses associés. Voilà, des conflits Ouais. à tous. Euh, Quand ça génère de la souffrance et quand ça détériore la relation au travail, c'est là que l'entreprise s'en saisit, de bon an, mal an. Alors, justement, qui peut initier ça, une médiation? Est-ce que c'est forcément l'employeur? Si c'est avec l'employeur, si c'est entre deux salariés ou un salarié, un agent et son manager, qui peut demander et démarrer, proposer l'engagement dans une médiation? Alors, ça peut se faire dans le cadre strictement privé, hein, de deux personnes ou deux voisins. Je vous ai Hmm. exemple tout à l'heure, hein, de deux voisins qui en viennent aux mains. Et les voisins, c'est intéressant parce que ce sont aussi des personnes qui, normalement, vont continuer à se côtoyer hein, pour un temps important. Hein. Oui, Et, souvent, oui. et pourtant, vous connaissez tous les haines cuites et recuites qui peuvent exister entre des voisins, parfois au-delà des générations, Oui, pour oui. un arbre qui pousse dans un sens, pour des branches, etc. Et c'est incroyable de voir à quel point ça peut, pardonnez-moi l'expression, mais pourrir la vie de ces gens qui certains en deviennent fous, si j'ose dire. Hein. Ouais. Mais on est au-delà de la raison dans ces situations-là. On n'est Et plus du côté du raisonnable. voilà, ça devient déraisonnable, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça prend des proportions qui créent de la souffrance. Et au travail, on sait bien que ça arrive aussi très, très fréquemment. Je ne le supporte plus, je ne peux plus le voir, j'ai la boule au ventre quand je le croise dans le couloir. Voilà, toutes ces manifestations qui sont à la fois excessives, déraisonnables quand on en a une vision froide et un peu extérieure, mais pourtant très banales et qui génèrent beaucoup de souffrance au travail. Donc, qui peut déclencher? Moi, il me semble que dans le cadre de l'entreprise, c'est au management, c'est à la DRH de pouvoir dire
là, il y a quelque chose qui dépasse le cadre normal. Voilà, moi, je les ai reçus, j'ai recadré, j'ai fait les enquêtes, enfin, j'ai fait les choses raisonnables. Euh, Là, on voit qu'on touche à un domaine relationnel qui me dépasse en tant que cadre ou en tant que DRH. Euh, voilà, donc dans le cadre de l'entreprise, et comme c'est dans l'intérêt de l'entreprise, d'ailleurs, c'est généralement l'employeur Oui, qui prend en charge l'organisation et les frais de la médiation, même s'il en est totalement étranger. Je veux dire, dans la bien sûr, méthode oui. elle-même, on y reviendra peut-être, mais le processus consiste à d'abord à bien faire confirmer le consentement des parties pour rentrer en médiation. Mm. Une fois qu'elles sont d'accord et qu'une convention de médiation a pu être formalisée avec des engagements de confidentialité, avec un cadre structuré, tout ça se passe à trois, pas en fonction du nombre de parties. Mais en tout cas, l'employeur lance l'opération, mais il n'y en est pas rendu compte. Voilà. Oui, oui, Sauf oui, in oui. fine, même les résultats de la médiation restent confidentiels, sauf si les parties sont d'accord pour impliquer leur employeur si elles se mettent d'accord sur des éléments qui impliquent que l'employeur intervienne. Bon, un déménagement de bureau, un choix Mm, mm. d'organisation, etc. Mais c'est toujours à la volonté des parties, le principe étant la confidentialité. Donc, qui déclenche, en général, c'est l'employeur ou la DRH qui propose. Et si ça le fait, il s'en retire le temps de la médiation et il n'est informé des résultats que pour autant que les salariés sont d'accord et qu'il doit être mis dans la boucle pour la mise en œuvre opérationnelle de ce qui est décidé. Donc, c'est l'employeur qui organise plutôt les choses. Par contre, un salarié ou un agent peut très bien solliciter son service RH en disant, voilà, j'ai un Bien sûr, différend avec un collègue, est-ce qu'on bien peut sûr. mettre une médiation en place? Ben, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, c'est dans le meilleur des cas, puisque là, je parlais de Mm. consentement. Là, on a une envie de faire, on a un accord déjà établi. Donc, c'est évidemment la bonne configuration, comme devant le juge, lorsque, après l'assignation, il y a un des avocats qui dit au juge, ah, monsieur le juge, ce serait bien que vous nous envoyiez en médiation. Ce qui Mm. arrive assez souvent, pas de plus en plus. Oui, Voilà. Donc, d'accord. c'est aussi une configuration très, très positive. Oui. Est-ce qu'on observe des différences de situation entre le secteur privé de l'emploi et la fonction publique, le secteur public? Honnêtement, je ne crois pas du tout. Peut-être que moi-même, j'ai navigué de l'un à l'autre. Oui. Mais non, non, ce sont vraiment des problématiques, encore une Humaine? fois, de relations interpersonnelles ou de conflits collectifs. Alors, bon, on peut toujours dire que dans le secteur public, on est plus sensible, encore une fois, au cadre normatif. Et on cherche moins des solutions qui soient en dehors de ce cadre. Mais les problèmes de fond et la démarche de médiation mise en œuvre est strictement la même. Hmm. Alors, il peut y avoir des questions d'ordre public aussi, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais très, très honnêtement, c'est la relation au travail qui importe. Hmm. Hmm. Est-ce que cette médiation, justement, dans le cadre du travail, de l'emploi, est-ce qu'on peut considérer que ça constitue une mesure de prévention des risques psychosociaux? Bah oui, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Le climat social, la dégradation de la relation, parce que tout ça, c'est ça qui est au centre de la problématique, hein. On a une relation qui se dégrade à un point que ça affecte non seulement le travail, mais aussi la condition personnelle, les conditions de travail du salarié, et qui génère de la souffrance et qui génère un certain nombre de pathologies qui n'ont rien à voir, enfin qui ne devraient Il ne pas devrait pas. Ouais. grand-chose avec le travail. Donc on est au cœur de ces problématiques-là. Cela dit, tous les conflits, tous les litiges, toutes les souffrances au travail ne relèvent pas nécessairement de l'outil médiation. Bien Voilà. sûr. Un, une démarche parmi d'autres qui peut être préventive, qui intervient quand même généralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le conflit est suffisamment identifié, au moins dans sa disproportion, Hmm. donc c'est plutôt une démarche déjà curative. Voilà. Ouais.
Ce qui est dommage, ça serait bien que ça puisse intervenir avant d'en arriver là. Oui, on préférerait tous Mais éviter oui, les conflits, mais encore une fois, ça fait partie aussi d'une de la dialectique vie et de la vie normale. Je dirais, relationnelle, des ouais, ouais. discussions parfois poussées, parfois un peu permanentes entre deux personnes ou entre deux groupes de personnes. Moi, personnellement, ça ne m'a jamais gêné, ça peut être même assez créatif. Où c'est problématique, c'est quand il y a une telle dégradation de la relation que effectivement, on sort du champ de la rationalité et de l'efficacité Mm. pour tomber dans la posture et l'émotion. Donc, on intervient quand même à un moment où on sent qu'il faut refroidir la machine et que Ouais. ça va faire qu'escalader et qu'il faut arrêter un processus qui est délétère. Mm. Dites-moi, est-ce qu'il y a des situations où la médiation n'est vraiment pas indiquée, justement? Ah bah oui, 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 très, très clairement. Euh, Alors, le juriste la reprend le dessus, comme quoi on ne se refait pas complètement. Euh, il y a toutes les questions d'ordre public. Hein. C'est-à-dire que j'ai beaucoup insisté, et je le refais encore maintenant, sur le fait que ce sont les partis qui vont proposer leur solution. Si leur solution est contraire à ce qu'on appelle l'ordre public, là, évidemment, on est hors du cadre. Hein. Mm. Bon, alors, il y a peu de cas dans l'entreprise, mais je pense à des situations où les médias se mettraient d'accord pour faire de l'évasion fiscale ou pour se Oui, verser en dessous de table, vous voyez, des choses comme ça. Là, stop. D'autres situations, c'est quand les parties. Alors, encore une fois, la condition sine qua non, c'est le consentement des parties. mm. Encore faut-il que ce consentement il soit éclairé et que les Libre. parties Mm. ne soient pas dans une situation trop déséquilibrée. Et en particulier, moi, je ne peux pas conduire de médiation avec une personne dont la vulnérabilité serait trop évidente. Hein. Alors, on parlait de souffrance au travail, il y a aussi de la souffrance psychique. Et si quelqu'un manifeste par ses pleurs ou par un état émotionnel qu'elle n'est pas en état de dialoguer ou de dialoguer sereinement, là, le moment n'est pas venu. Voilà. Donc, ça peut être décalé dans le temps. Il vaut mieux que la personne aille voir son médecin, la médecine du travail, etc. Mais là, on est dans un champ qui n'est pas celui de la médiation. Donc, la vulnérabilité. Et puis, il y a une troisième condition, je dirais que c'est la loyauté et la sincérité de la démarche. Mm. Donc, moi, j'ai dû arrêter des médiations parfois lorsque ça ressemblait plus à des tentatives de manipulation qu'à un véritable engagement dans remettre les choses à plat, rechercher des solutions, avoir un esprit positif. Si c'est pour gagner du temps ou pour manipuler, et on s'en rend compte assez vite, hein, Mm. là, ce n'est pas la peine de continuer. Donc, je ne l'ai D'accord. pas dit tout à l'heure, mais le médiateur, comme les parties d'ailleurs, ont la liberté de mettre fin au processus à tout moment. Ah oui. Voilà. Donc, encore une fois, c'est l'accord des parties est essentiel. Et comme le médiateur est un garant, eh ben, s'il considère qu'il ne peut plus rien garantir parce qu'il y a des dévoiements, il lui revient de dire bah, stop, on arrête. Voilà, il n'y a pas de. Bon, moi, je le dis toujours au début, hein, vous êtes là. Voilà, on arrête quand vous voulez. D'ailleurs, en cours d'aparté ou de réunion plénière, puisque c'est souvent une alternance de réunions de face à face et de Mm. réunions plus collectives. Si vous voulez vous arrêter, si vous vous sentez fatigué ou si vous ne le sentez pas. Voilà. Il y a un moment où on se pose la question de confiance. Et on continue ou on ne continue pas. Voilà. Mm. Et ben, s'il y en a un qui dit non, non, moi je ne le sens pas, je me fais balader, non, non, moi je ne le sens pas, et ben, on arrête. Hein, ça doit rester en permanence un processus accepté et une dynamique perçue comme positive par tout le monde, y compris Donc le par moi. consentement peut se Voilà. retirer à n'importe quel moment, finalement. Tout à fait. Tout à Principe fait. du consentement. Tout à fait. Dernière question, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire ou des pièges qu'il faut éviter dans le cadre de la médiation? Ouais, je trouve que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est bon aussi d'insister. La répétition est la mère de la pédagogie. Je pense que l'erreur, ça serait d'imaginer que c'est le médiateur qui va trouver la solution.
parce que ce n'est pas son rôle. On le dit suffisamment à tout moment. Ce n'est pas son rôle. Donc, ça peut paraître, on peut se demander mais qu'est-ce qu'il vient faire finalement. Il met en branle un certain nombre d'outils que je ne vous ai pas détaillés, mais c'est l'écoute active, c'est la communication non violente, c'est voilà, il y a des éléments méthodologiques, la route FUTAC, tiens, voilà encore un outil que l'on utilise. Si vous en êtes d'accord, vous pourrez la Allez-y. diffuser à nos Ouais. auditeurs. Voilà, donc il y a plein d'outils. Et donc, il y a une vraie démarche, il y a normalement un vrai savoir-faire, mais ce n'est pas le médiateur qui va trouver la solution. Non. Et Mmh. donc, la réussite du processus, elle pourra se mesurer à l'aune de la capacité des parties, des médiés, à avoir trouvé le compromis ou la sortie par le haut, parce que ça arrive de temps en Mmh. temps aussi, que finalement, ce soit eux qui trouvent la solution auquel personne n'avait pensé et qui finalement permet de sortir par le haut. Voilà. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de solution miracle, il y a un compromis mutuellement acceptable, fait d'accords, fait d'engagements réciproques. Voilà. Mais tout ça, ce serait une erreur ontologique de penser que c'est le médiateur qui va résoudre le problème. Non, il va accompagner les parties pour qu'elles-mêmes trouvent des pistes de solutions et les mettre en œuvre ensuite loyalement. Merci beaucoup, Jean-Luc Rosafon, pour cet entretien. Maintenant, je propose qu'on prenne les questions des participants. Alors, on a Aurélie qui vous demande si il y a une pratique managériale observée en Belgique ou au Québec qui serait plutôt à valoriser, à mettre en avant. Est-ce qu'il y a des études sur ça comparatives en lien entre management et puis médiation? Parce que dans certaines situations que vous avez expliquées, on pourrait se dire qu'un bon manager pourrait aussi, alors pas être médiateur, mais jouer une fonction qui permettrait de gérer justement ces différences, ce débordement émotionnel. Alors, je crois qu'il faut. Alors, je n'ai pas connaissance d'études particulières. Moi, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas en état de vous envoyer un ensemble de références. C'est vrai que le développement de la médiation est très lié à des cultures, et des cultures Mmh. d'entreprise et des cultures nationales aussi. Donc, on cite beaucoup le Québec, euh, qui a cette pratique de la médiation à tous les niveaux, et, et la Belgique. Voilà. Et la Belgique, où là aussi, voilà, pour des raisons historiques ou aussi pour des contraintes d'organisation juridictionnelle, c'est aussi concrètement pour qu'il y ait moins de conflits qui arrivent aux tribunaux, que la pratique de la médiation a été beaucoup développée. Alors, est-ce que le manager doit être un médiateur? Voilà, ça pourrait être l'intitulé d'un prochain webinaire de collectif. Que chaque manager ait un rôle de pacificateur dans ses équipes, à l'évidence. À l'évidence. Cela dit, il est dans une posture, c'est un mot que j'ai utilisé dès l'introduction, il est dans une posture où il porte les intérêts de l'entreprise et il est plus dans une posture d'arbitre, de décideur que d'une personne qui va faire accoucher les parties en conflit de leurs problèmes, de leur histoire personnelle et les aider à trouver des solutions. En plus, les parties ont parfois intérêt à trouver des solutions, encore une fois, qu'elles conservent par elles-mêmes, qu'elles n'ont pas à partager avec leurs responsables hiérarchiques ou avec leurs collègues. Donc, que le management ait un rôle de prévention des conflits, ce n'est pas à vous que je dirais le contraire. C'est de l'ordre vraiment de l'évidence, mais qu'il puisse intervenir en tant que médiateur, en tout cas vis-à-vis de ses propres équipes, ça me paraît plus délicat. En Mmh. revanche, et ça arrive dans beaucoup d'entreprises, qu'il y a des systèmes de médiation qui soient mis en œuvre en interne à l'entreprise, soit que des personnes au sein de la DRH soient formées, soit que des anciens, entre guillemets, alors j'aime pas trop ce côté médiateur vieux sage avec une barbe blanche sous son arbre, mais il arrive quand même que dans certaines entreprises, certaines
une personne honoraire, honorablement connue, puisse être sollicitée comme ça pour des médiations. Et puis, il y a aussi des médiations un peu croisées, hein, où un chef d'établissement peut intervenir comme médiateur. Encore une fois, la condition, c'est quand même qu'il ait été formé Oui, à cette pratique, mais on peut très bien l'imaginer dans un groupe relativement important où un chef d'établissement formé à la médiation puisse intervenir dans un autre établissement, mais à ce moment-là, vous voyez, il change de casquette quand même. bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Valérie demande si quand la médiation n'est plus possible, comment est-ce qu'on peut faire? Oui, alors d'abord, il faut que je m'excuse, je suis désolé, mais je vois dans les. Parce que moi aussi, je vois les questions là. L'expression baiser volé a visiblement choqué un peu. Pardonnez-moi. Effectivement, il ne s'agit pas de romantiser ce qui est une Non, non, on l'a véritable dit. agression, hein. Non, mais on l'a dit. Mais On a dit que c'était c'était une pour, agression c'était sexuelle, pour imager l'incident et vous le bien décrire sûr. plus facilement, sans doute avec des mots pas très appropriés. Voilà. Pardon, du coup, je n'ai pas entendu votre dernière question. Oui, Valérie demande, quand la médiation n'est plus possible, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce on se retrouve au contentieux, on se retrouve à des situations, Ah ben, à ce moment-là, je dirais les outils de régulation plus violents mmh, interviennent, hein. Vous parliez de licenciement dans le cadre d'une agression mmh. sexuelle. Voilà, ça, le problème est réglé. Enfin, il est réglé. Il n'est pas réglé pour Non, les il est pas réglé, personnes. Il mais n'est pas il exige. forcément réglé, en tout cas Oui. impartiellement sans doute, imparfaitement sans doute pour la victime. En revanche, pour la Mmh, relation de travail, mmh, il est réglé. Euh, que ça soit une démarche précontentieuse pour les sujets sur lesquels il y a un contentieux juridique, hein, mais encore une fois, le relationnel, il se réduit pas à des sujets juridiques. Euh, et ben à ce moment-là, effectivement, il y a le contentieux. Et dans le contentieux, quand il est prud'homal, et ben, vous allez retrouver d'autres moments possibles, d'autres fenêtres possibles pour retrouver ce lien et recommencer et réessayer une médiation, que ce soit devant le bureau de conciliation des prud'hommes ou à la demande du juge dans le cadre d'une médiation judiciaire. Donc, je dirais c'est jamais perdu, hein. On peut toujours réintroduire l'idée d'un accord entre les parties à tous les moments d'un conflit, qui soit bien avant le contentieux ou qui soit en cours de contentieux au sens judiciaire du terme. mmh. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Luc Rosafon, pour cet entretien. On a appris plein de choses sur la médiation et on y voit quand même beaucoup plus clair parce que souvent, ce terme de médiation est utilisé dans le langage courant avec un sens très, très flou et ça méritait vraiment de rebaliser le cadre et d'être clair dessus. Merci beaucoup. Non, merci à vous. Et à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.